Dans chaque grande histoire, il y a une énigme. Mais vous savez, parfois, le vrai mystère, c'est pas tant l'intrigue elle-même que la façon de la lire. On va voir ensemble comment un esprit absolument génial a réussi à déchiffrer les codes secrets d'une nouvelle de Balzac, transformant une simple histoire en une véritable scène de crime littéraire. Alors, imaginez un peu la scène. On est à Paris au début du 19e siècle, dans une fête ultra glamour, pleine de vie. Et pourtant, pour décrire tout ça, Balzac utilise cette expression, un peu glauque, non? Une danse des morts. C'est le premier indice. Et croyez-moi, c'est loin d'être le dernier. Parce qu'au beau milieu de cette fête, dans cette nouvelle qui s'appelle Sarrasine, il y a un personnage qui incarne parfaitement cette contradiction. Une énigme sur pattes. Mais qui est donc ce cadavre vivant qui met tout le monde si mal à l'aise? Bon, pour essayer de comprendre, il faut retourner sur les lieux du crime, c'est-à-dire au cœur de cette fameuse fête parisienne où tout commence. Imaginez le choc. Au milieu des robes en soie, des rires, des lustres, un homme apparaît. Mais il est si vieux, si pâle, si fragile qu'on dirait qu'il sort d'un tombeau. Tout de suite, les gens se mettent à chuchoter. Cette apparition spectrale, c'est la première fausse note dans la belle musique de la soirée. Face à un mystère pareil, un détective classique serait complètement perdu. Là, il faut un enquêteur d'un autre genre. Quelqu'un qui ne cherche pas des empreintes digitales, mais des signes. Et c'est là qu'entre en scène notre détective des mots. Et le voici, Roland Barthes. Pour lui, c'est simple. Un auteur ne choisit jamais ses mots au hasard. Chaque description, chaque adjectif, même un silence, c'est une pièce du puzzle. Il ne se contente pas de lire l'histoire, non. Il la décortique, persuadé qu'en dessous, il y a tout un système de code à déchiffrer. Et sa méthode, elle est quasi scientifique. Il ne survole pas le texte, il le passe au peigne fin, pas à pas, comme il dit. Chaque phrase est un indice potentiel, chaque paragraphe, une zone à inspecter. Son but, c'est de mettre à jour l'architecture invisible qui soutient tout le récit. Et comme n'importe quel bon détective, Barthes a ses propres outils d'analyse. Pour percer le secret de Sarrasine, il va sortir sa boîte à outils, et dedans, il y a ces fameux codes sémiotiques. Alors, on va se concentrer sur deux de ces outils principaux. D'abord, le code herméneutique. Pensez-y comme au fil rouge de l'enquête. C'est lui qui pose les questions. Qui est ce vieil homme? C'est quoi son secret? Et puis, il y a le code symbolique. Lui, c'est un peu comme des lunettes 3D qui révèlent les tensions cachées, les grandes oppositions dans le texte. Et la clé de ce code symbolique, c'est un truc qui s'appelle l'antithèse. C'est tout bête. Ça consiste juste à mettre deux idées opposées côte à côte pour créer un effet de contraste. Et là, Barthes se rend compte d'une chose, Balzac en met partout dans Sarrasine. C'est comme un motif qui revient sans arrêt. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Des oppositions comme la vie et la mort, ou le masculin et le féminin. Pour Barthes, ce ne sont pas juste des thèmes, non, c'est la charpente même de l'histoire. Le sens profond du texte, il n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la tension permanente entre ces contraires. Bon, maintenant qu'on a les outils en main, suivons Barthes sur le terrain. On va voir comment il assemble les pièces du puzzle, une par une. Ok, faisons le point sur le dossier. On a une fortune colossale qui sort de nulle part. Un âge qui semble défier les lois de la nature. Ce sentiment bizarre que le personnage n'est pas vraiment de notre monde. En gros, un portrait robot plein de contradictions. Un mélange hyper déroutant de vie et de mort. Et puis, Barthes met le doigt sur un indice encore plus étrange et qui va s'avérer décisif. Il remarque que dans l'univers de Sarrasine, eh bien, rien n'est vraiment original. La beauté, la richesse, même l'art, tout semble n'être qu'une copie de quelque chose d'autre. Il le formule de manière très directe. La femme copie le livre. Ça veut dire que dans cette histoire, la beauté n'est jamais naturelle. C'est toujours une citation, une référence à une peinture, une sculpture. La réalité, en fait, ne fait qu'imiter l'art. Et cette chaîne de copie, elle est parfaitement illustrée ici. Regardez bien. Tout part d'un homme, un certain Zambinella. Il sert de modèle pour une statue. Cette statue, ensuite, inspire une peinture qui représente Adonis. Et à chaque étape, l'identité d'origine se perd un peu plus. Le jour devient flou, et la frontière entre le vrai et la copie s'efface complètement. On y est, tous les indices sont sur la table, l'argent, l'âge, les oppositions, cette histoire de copie. Barthes a suivi la piste jusqu'au bout, le moment de la grande révélation est enfin arrivé. Le secret qui explique tout ça, le mot qui résout toute l'énigme, va enfin être prononcé. Le vieil homme est un castrat, un chanteur d'opéra du XVIIIe siècle castré avant sa puberté pour garder une voix d'une pureté incroyable. Cette pratique, qui nous paraît barbare aujourd'hui, permettait de créer des génies musicaux immensement riches. Et cette seule information, c'est la clé qui ouvre toutes les serrures.
Et là, d'un coup, tout s'éclaire. Sa fortune immense, gagnée grâce à sa voix. Son âge et son apparence si fragiles, des conséquences de son état. Et surtout, il incarne l'antithèse suprême, ni tout à fait homme, ni tout à fait femme, un être à la frontière de la vie et de la mort. L'enquête est résolue, la boucle est bouclée. Mais attention, si l'analyse s'arrêtait là, ce serait juste une brillante résolution d'énigmes littéraires. Sauf que l'ambition de Barthes, elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qu'il veut, c'est nous apprendre à lire la réalité elle-même. Voilà la phrase clé de Barthes. Le réel est effectivement un livre. Attention, il ne dit pas que la vie est une fiction. Ce qu'il suggère, c'est que notre réalité, tout comme un texte, est structurée par des codes, des conventions, des systèmes de signes qu'on peut apprendre à déchiffrer. La leçon finale de cette analyse, elle est là. En nous montrant comment lire les codes cachés d'une histoire, Barthes nous donne en fait les outils pour devenir nous-mêmes les détectives de notre propre monde, pour apprendre à lire les codes qui organisent nos vies, nos sociétés, nos cultures. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si le monde qui nous entoure est un texte, quels autres codes, invisibles à première vue, n'attendent que d'être lus?